Donc, comme Caroline vient de le présenter, l'intitulé de ma présentation, c'est « Plasticité quantique vers une connaissance par l'expérience ». Mon point de départ, en fait, c'est le constat que l'art contemporain, finalement, s'il reste très difficile finalement à définir, en tout cas, on pourrait, il a une caractéristique sur laquelle en fait tous s'accordent, qui est celle qu'en fait il remet sans cesse en jeu ses frontières. Il y a un véritable jeu de transgression par rapport à ces frontières. Et en particulier, il brouille les limites donc avec d'autres domaines. Et pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, le domaine de la science, posant des questions philosophiques sur finalement la nature de l'œuvre d'art, la nature de l'expérience esthétique que l'on en a, la question de l'autonomie de l'art, etc. Alors, l'art-science, c'est une inflexion de l'art contemporain qui reste encore relativement peu théorisée. Donc, il y a quelques essais de Miller en 2014. On connaît peut-être un peu plus ce champ qui est le bio-art, qui a émergé à la fin des années 1990, avec finalement des artistes qui essayaient donc d'interroger, de questionner finalement tous les enjeux éthiques que pouvaient susciter les biotechnologies. Donc vous voyez un exemple d'un lapin transgénique réalisé par un des artistes emblématiques du mouvement, Édouard Aucaq. Alors le sujet, les questionnements qui m'intéressent aujourd'hui, c'est donc vraiment cette frontière art et physique quantique, dans laquelle en fait les questions et les difficultés propres au dialogue interdisciplinaire peuvent se trouver amplifiées. Donc il s'agit de contribuer à des réflexions de philosophie contemporaine, donc de philosophie analytique, autour de la valeur de l'art, en fait, qui consiste à se demander, en fait, pourquoi, comment est-ce qu'on évalue les œuvres d'art et au nom de quels critères est-ce qu'on les évalue. Donc mes questions en général sont de savoir si l'art, en particulier l'art-science, peut avoir une valeur épistémique, donc on va le définir juste après, et si oui, laquelle ? Et en particulier, est-ce qu'il peut avoir un rôle à jouer en regard de la théorie quantique, peut-être de un petit peu l'élucider, l'éclaircir. Et ma dernière question, quelle fonction la philosophie pourrait-elle remplir à cet égard ? Donc je proposerai quelques pistes de réflexion. Alors les hypothèses sont les suivantes. Donc ça serait de dire que les œuvres situées à l'intersection de l'art et de la physique quantique peuvent apporter une forme de connaissance expérientielle, une connaissance par l'expérience, ou on pourrait dire de façon un peu plus intuitive, une connaissance sensible. Donc c'est certaines de ces œuvres en tout cas, et qui seraient peut-être à même d'enrichir notre compréhension de la théorie quantique. Cette dernière, et j'aimerais soutenir, c'est une première piste, pourrait être facilitée lorsque les œuvres intègrent une réflexion philosophique. Donc les contours de l'analyse, c'est un raisonnement philosophique s'appuyant sur l'analyse d'un corpus d'œuvres, et je les ai choisis, ces œuvres, en fait, pour leur manière particulièrement éclairante, dont elles illustrent les fonctions épistémiques que l'art peut remplir. Et donc je laisserai de côté la dimension esthétique de ces œuvres, c'est pas pour dire qu'elles n'existent pas, mais simplement de la laisser de côté pour se concentrer sur sa dimension épistémique. Et je me concentrerai également sur la quantique en tant que science, et non pas les technologies quantiques qui peuvent soulever des enjeux sociétaux. C'est simplement là aussi pour des questions de délimitation de l'analyse. Donc le plan sera le suivant. Déjà, apporter quelques éléments sur la valeur cognitive de l'art contemporain. Ensuite, introduire ce que j'appellerais des plasticités quantiques, donc ces œuvres à la croisée de l'art et de la quantique, et la connaissance par l'expérience qu'elles sont susceptibles d'apporter. Et enfin, je terminerai par quelques réflexions sur le rôle que peut jouer un philosophe dans ces démarches, et puis quelques objections. Alors, sur la valeur contemporaine de l'art, alors c'est des discussions philosophiques importantes sur la valeur de l'art en général, que l'on parle d'art plastique, mais aussi de littérature, avec des questions du type se demander si elle est uniquement esthétique ou est-ce qu'elle inclurait également d'autres dimensions, par exemple une valeur morale, une valeur épistémique. Et certaines discussions donc, se sont centrées sur cette valeur épistémique où on trouve dans la littérature le terme de cognitif de l'art. Et donc la thèse un petit peu minimale, ça serait de dire, vraiment très schématiquement, l'art nous apprend quelque chose sur le monde. Ça serait un peu cette thèse à minima. Et plus récemment, des interrogations ont porté de façon encore plus spécifique sur la valeur, non pas uniquement de l'art, mais de l'art contemporain, et en particulier de l'art conceptuel. Donc c'est des philosophes tels que Schelleken et Goldie et Simoniti, et sur lesquels je vais m'appuyer. Alors, pour dire que l'art peut apporter, peut avoir
nous apporter un peu de la connaissance, il faut s'appuyer sur une notion élargie finalement de valeur cognitive. Ce n'est pas juste de l'acquisition de connaissances par des raisonnements par exemple, il y va dans ce cas-là d'autres formes d'acquisition et de rapport à la connaissance. Et en particulier, la définition de la connaissance utile dans ce cas-là, elle est distincte de l'approche classique, l'approche tripartite qui vous dit que pour qu'il y ait connaissance, il faut qu'il y ait croyance vraie et justifiée, que nous héritons d'Aristote. D'autres conceptions alternatives de la valeur de l'art existent, certaines qui nous diraient que l'art en fait, peut nous apporter de la compréhension, des thèses soutenues par Goodman et Elgin, voire même de la compréhension associée à des vertus intellectuelles. Donc je les laisserai aujourd'hui de côté. Alors, pour essayer de comprendre en fait quel est le rôle exactement que pourrait nous apporter l'art contemporain à cet égard, l'exemple qui est donné par Goldie et Schelleken, c'est celui en fait d'une installation qui a été faite par Santiago Sierra, Space Closed by Corrugated Metal. En fait, pour comprendre ce qui s'est passé, il a invité donc à son vernissage. Donc les invités en fait ont été confrontés s'attendaient à avoir des petits fours et ils ont été confrontés en fait à l'espace de la galerie qui était absolument clos et clos par en fait de la tôle ondulée. Finalement, ils ne pouvaient pas entrer dans cet espace. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a forcément eu des sentiments un peu de désorientation, de déception, de colère, de frustration. Et ensuite, l'artiste est apparu. Et ce qu'il a fait, c'était finalement expliquer que c'est précisément ce qu'il avait essayé de faire ressentir. C'était essayer de donner à ressentir ce que l'on ressent lorsqu'on est face à un espace auquel on pensait avoir accès et qui finalement nous est interdit. Et pour cela, en fait, il essayait de faire un parallèle avec une situation politique en Argentine où, à un moment, des particuliers n'ont pu accéder finalement à leurs économies, les banques ayant été barricadées. Donc on voit en fait ce qui se passe ici à travers cette installation, cette expérience, c'est que finalement il y a une sorte de connaissance qui est apportée, une sorte de ressenti qui est et qu'on n'aurait certainement pas pu aussi ressentir si on n'avait pas nous-mêmes été dans cette situation. Donc c'est en ce sens en fait qu'on entend le terme de connaissance ici. Donc finalement, si on devait conclure cette partie, ce serait de dire que l'art conceptuel peut nous apporter, je module vraiment, peut nous apporter des connaissances qui seraient de nature expérientielle. Et pour reprendre les mots de Goldie, ainsi nous aider à réfléchir à des idées philosophiques, des idées plus complexes, comme ici dans l'œuvre de Santiago Sierra, le fait de pouvoir être empêché au nom de contextes politiques, économiques, et ainsi peut-être faciliter l'acquisition de connaissances. Et donc, c'est ces réflexions que je souhaiterais mettre à l'épreuve des œuvres qui allient art et physique quantique. Donc, en examinant spécifiquement cette interface, que je qualifierais de plasticité quantique, alors ce n'est pas un terme que j'ai inventé, je l'emprunte au contraire à un duo d'artistes, Weber et Delso, qui en fait, eux, l'ont défini ainsi, en disant que ce serait la forme qu'en imagination, le novice peut chercher à donner à des phénomènes avérés, mais qui ne seraient pas accessibles à ses sens de perception. Moi, je l'utilise ici pour désigner des œuvres qui proposent en fait ce dialogue avec la quantique, quel que soit le degré et les modalités d'implication de cette science dans la démarche artistique. Le terme de plasticité étant particulièrement commode pour rendre compte de ces différentes modalités. Alors, peut-être en guise d'introduction sur cette partie, pourquoi des artistes s'intéresseraient-ils à la quantique ? C'est vrai que vous avez peut-être déjà une première idée à l'aune de la première partie de ce colloque, mais on pourrait donner aussi quelques autres pistes, se dire que c'est peut-être pour explorer des domaines encore méconnus, qui portent sur la nature même de la réalité, peut-être pour explorer des questionnements qui sont quasi scientifiques, finalement. Et en ce qui concerne les degrés et modalités d'intégration de la science dans ces démarches, ils sont assez variés finalement. Elles sont marquées par une très grande diversité, que cela aille de la simple acquisition d'informations, donc par des artistes qui peut-être se contenteraient de lire en fait des revues de vulgarisation scientifique, à de réelles collaborations avec des scientifiques. Et on a en fait, en observant toutes ces œuvres, tout un panel de positions d'un art un peu peut-être plus illustratif de la théorie scientifique, un autre qui va mobiliser des instruments, des appareils scientifiques, jusqu'à peut-être même tâcher de reconstruire des phénomènes scientifiques à travers leurs œuvres. Alors l'interface art et quantique, elle présente des spécificités qui sont aussi des défis pour ces démarches. Le premier, c'est en fait parce qu'il est lié à des problèmes de représentation, parce que le monde quantique, donc, il porte bien entendu sur l'infiniment petit, mais aussi sur des objets que les physiciens eux-mêmes ont du mal à visualiser. Et donc, ce qui va poser de réels défis pour les artistes qui souhaitent collaborer avec eux.
Un second problème, c'est le problème de compréhension, donc on a évoqué tout à l'heure, hein, qui est aussi que la théorie, les concepts quantiques sont quand même très ardus, ils sont très abstraits, et ils apparaissent contre-intuitifs pour nous qui ne sommes pas scientifiques, mais ils peuvent aussi l'apparaître pour ces scientifiques eux-mêmes. Et l'articulation entre ces difficultés, elle peut aussi s'exprimer, donc ainsi que l'a proposé un philosophe, Kane Todd, qui avait ces mots. Il nous dit, lorsque les phénomènes dépassent notre capacité à les visualiser, comme dans le cas de plusieurs phénomènes quantiques déroutants, il est difficile de les saisir d'une façon qui satisfasse notre désir d'explication et de compréhension. D'où on voit peut-être ces problèmes de compréhension découleraient de problèmes de représentation, donc une possibilité. Alors, venons-en maintenant aux œuvres, à ces démarches art et sciences. Alors, j'ai souhaité proposer peut-être 2 grandes orientations. On pourrait peut-être les classer en 2 groupes principaux. Ceux qui seraient un peu plus de l'art orienté représentation, qu'on peut en fait encapsuler sous ce mot d'ordre rendre visible l'invisible. Et un autre groupe qui concernerait un art orienté concept, avec ce mot d'ordre donner à penser l'impensable. Alors ce sont vraiment que des orientations, elles sont déjà non mutuellement exclusives, c'est-à-dire les deux peuvent se retrouver au sein d'une même œuvre, d'une même démarche, et elles sont bien entendu non définitives, ce sont 2 orientations possibles et elles ne sont pas limitatives. Alors peut-être pour commencer, l'art orienté représentation, qu'est-ce qu'il en est ? En fait, j'ai voulu mettre dans ce groupe des œuvres qui témoignent avant toute chose d'un questionnement artistique tourné vers des enjeux de visualisation, tout simplement. Qu'il s'agisse d'entités et de phénomènes quantiques, mais aussi, on peut inclure ici, de façon plus large, des appareils scientifiques qui nous sont, à nous d'ordinaire, méconnus, qui restent à l'intérieur du laboratoire. Et ces œuvres, en fait, le font en mobilisant une ou plusieurs modalités sensorielles, pas uniquement une modalité perceptuelle. Alors on a une œuvre dont Olivier Dadou nous a parlé, un détail de l'œuvre argentière où on voit donc cette chambre à brouillard, qui est bien un dispositif d'observation de particules, et qui a également été repris par un autre duo d'artistes, Evelina Domnitch et Dmitri Gelfand, qui eux aussi en font un dispositif d'observation de cet infiniment petit, mais qui propose aussi qu'il soit une sorte un peu de mise en abîme de nos expériences perceptuelles, peut-être même jusqu'au tréfonds de notre conscience, ce que serait même une expérience à la lisière de la conscience. Donc ça serait vraiment une œuvre, une installation comme dispositif de perception. Alors maintenant, la seconde orientation que je proposerai, c'est l'art orienté concept. Donc par là, j'entends des œuvres qui sont issues principalement d'un intérêt pour les concepts clés de la physique quantique. On les a vus, intrication, superposition. Donc concepts marqués par leur caractère complexe, très contre-intuitif. Ici, on verrait une sorte de rapprochement assez étroit avec l'art conceptuel, qui traite précisément, ça serait peut-être un art conceptuel scientifique, pourrait-on dire, et avec une volonté de la part de ces artistes d'en explorer un versant imagé, métaphorique. Alors, quelques exemples. Le premier, c'est la démarche que nous avons menée avec Caroline et Aurore, où nous avons justement essayé de donner à ressentir, à explorer, même de façon assez incarnée, je dirais, cette notion de mesure, le problème de la mesure, et également, comme l'a présenté Aurore aussi, ces questions de comment est-ce qu'un scientifique va observer finalement un atome, une observation assez éclatée, et puis ensuite tâcher de le reconstruire. Donc ce serait vraiment une appréhension assez expérientielle. Et par cette analogie avec les souvenirs, en proposant aux visiteurs d'arpenter l'espace d'exposition, il y aurait aussi une dimension vraiment très sensible, incarnée. Un autre exemple, c'est une démarche menée par une artiste, Laure Prouveau, qui a en fait créé une installation monumentale ici également en lien avec un philosophe et également un ingénieur, des ingénieurs aussi en physique quantique et en intelligence artificielle, donc installation qui s'appelle We Felt a Star Dying, donc il y a une installation monumentale multimédia, donc vous avez à la fois des écrans, du son, également apparemment une composante, alors je ne l'ai pas vue, mais une composante olfactive, et avec des éléments qui vont interagir en fonction de l'environnement. Et l'artiste, c'est ce qu'elle le dit en ces mots, elle a souhaité donner forme à des concepts quantiques comme l'intrication, la superposition, et surtout, en fait, essayer de donner à percevoir finalement ce que serait que voir le monde du point de vue de la physique quantique. Donc avec sa dimension indéterminée centrale, et puis aussi un petit peu aussi cet apport, cette idée de relationnalité, vraiment de choses, un peu comme Nadia Lichtich l'a présenté sur cette histoire d'une conception de la réalité beaucoup plus entremêlée que ce que l'on penserait.
Donc voilà, voici un autre dispositif qui viserait à faire ressentir de façon un peu beaucoup plus expérientielle, finalement, ces concepts clés de la physique quantique. Alors maintenant, s'il faut un peu réunir les morceaux, je dirais, donc, qu'en est-il de l'apport épistémique d'un art orienté représentation? J'aimerais donc, il me semble, ce qu'il en ressort, c'est que ce sont des œuvres qui suscitent, en tout cas celles que je viens de présenter, qui suscitent des expériences d'élargissement perceptuel, parce que par l'expérience de ces œuvres, elles nous donnent à voir l'infiniment petit, donnent à voir et peut-être à imaginer. Donc c'est un apport épistémique qui s'apparente à un apport de connaissances perceptuelles, certainement avec une forte aussi, peut-être un empiètement imaginatif, et ce qui suggère peut-être une nouvelle dimension de l'apport épistémique de l'expérience de ces œuvres d'art contemporain par rapport aux conclusions apportées par Schelleken et Goldie. À présent, qu'en est-il de l'art orienté concept? Il me semble qu'ils conduisent à proposer finalement une sorte de saisie expérientielle de ces concepts complexes et très contre-intuitifs. Parce que cet art pourrait nous inviter à ressentir les sensations et les émotions, alors sensations et émotions à un niveau intellectuel finalement, mais que ressentent aussi les physiciens quand ils sont face à ces concepts assez compliqués, lorsqu'ils sont en train d'observer les atomes et d'essayer de les reconstruire. Et également, et ça je pense que c'est un point important, de développer les compétences imaginatives des spectateurs. Donc ça c'est aussi un apport épistémique qu'on peut trouver à ces œuvres. Donc, bien entendu, ma position n'est pas de dire que ces expériences se substitueraient à du savoir scientifique ou à de la connaissance scientifique. L'appréhension reste encore incomplète, mais peut-être qu'elle pourrait la faciliter. Et donc cet apport épistémique, en tout cas, est vraiment dans la lignée, pour le coup, des réflexions de Goldie et Schelleken. Ce seraient des œuvres qui peuvent nous aider à réfléchir à des idées physiques complexes. Donc, arrivé à ce stade de l'analyse, donc de première conclusion, il pourrait y avoir un véritable apport épistémique ou cognitif de ces œuvres à la croisée de l'art et la quantique, ces plasticités quantiques, un apport principalement d'ordre expérientiel qui semble enrichir notre compréhension finalement de ce que nous apportent les œuvres d'art contemporain en général, peut-être même les œuvres d'art en général. Reste à penser maintenant quel pourrait être le rôle de la philosophie dans ces démarches. Et en effet, celle que j'ai choisie, donc la nôtre et également celle de Laure Prouvost, incluait un philosophe dès la phase de conception. Donc on peut se demander quel est le rôle pour la philosophie dans ces dialogues art et sciences, et en particulier ceux qui croisent art et physique quantique. Alors peut-être, ce qui me semble, c'est que parmi toutes les interfaces art et sciences, la quantique est vraiment un domaine privilégié, parce que c'est vraiment un terrain fertile pour ces croisements avec la philosophie. Déjà, comme on l'a vu, la physique quantique suscite des enjeux de compréhension. C'est des concepts si abstraits et complexes qu'ils en appellent déjà eux-mêmes à d'autres systèmes de pensée, à d'autres langages. Vous connaissez peut-être cette citation de Niels Bohr disant que lorsqu'il s'agit des atomes, le langage ne peut être employé que comme il l'est dans la poésie. Il ne s'agit plus de se préoccuper de décrire les faits, mais de créer des images et d'établir des connexions mentales. Donc la philosophie semble être une discipline particulièrement utile dans ces croisements. Mais plus encore, en fait, ces croisements suscitent de réels, là aussi, enjeux philosophiques. La quantique suscite elle-même des problèmes d'interprétation. Elle bouleverse notre conception de la réalité, sur la nature du réel, sur la connaissance qu'on peut en avoir. Et certains physiciens eux-mêmes, Niels Bohr et Karen Barat, qui a été cité précédemment, ont été aussi philosophes. Et pour eux, il y a une vraie continuité dans ces questionnements. Alors, à présent, quelques pistes peut-être un peu plus spéculatives. Quel pourrait être le rôle d'un philosophe dans ces démarches? Il me semble qu'il peut avoir un rôle assez privilégié, qui est de prolonger les interrogations artistiques et scientifiques, peut-être de clarifier, de rendre lisibles les enjeux conceptuels et les questionnements en fait, qu'ils suscitent, mais aussi, et selon un petit peu, je dirais, les sensibilités philosophiques, peut-être d'éclairer les implications critiques que ces œuvres soulèvent. Par exemple, autour des technologies quantiques, où on l'a vu, dans le cadre du bioart, c'était vraiment ceux qui étaient mis en avant. Donc finalement, peut-être que ce rôle serait un rôle de médiateur ou de traducteur, en fait, peut-être traducteur ou médiateur de ces concepts, monnaie d'échange finalement entre l'artiste et le scientifique. Donc voilà, tout ça pour une présentation un petit peu pour conclure. Donc c'est
Il me semble, en fait, même si l'on regardait peut-être un peu plus dans le détail, hein, même la démarche de Domnitz et Gelfand, alors recours en interrogeant finalement notre perception même, les conditions de la perception, jusqu'à un niveau même un peu subconscient, infraperceptuel, en fait, est déjà aussi quasiment philosophique. Donc on pourrait dire que ces questionnements, peut-être, ça serait à tester sur un large ensemble, ou à regarder sur un large ensemble de démarches sciences, hein, mais semble quand même une ligne de fond, peut-être d'un certain nombre de démarches. Alors, peut-être 2 objections pour terminer. La première, on pourrait dire, en fait, introduire la philosophie, cela conduirait à obscurcir finalement la réception d'œuvres déjà complexes. Et j'espère donc vous avoir convaincu que, en fait, au-delà, qu'au contraire, hein, la philosophie peut avoir ce rôle de clarification conceptuelle et peut-être, hein, du coup, permettre que les œuvres créées aussi transmettent avec peut-être un peu plus de clarté aussi, hein, les concepts mobilisés. Bon, c'est une hypothèse. Et une seconde objection, ça serait une objection de la circularité. Parce qu'on pourrait dire, en fait, peut-être que pour réellement faire l'expérience de ces œuvres, les apprécier, il faudrait peut-être en fait déjà au préalable avoir des connaissances scientifiques, voire même peut-être être un scientifique idéalement. Et donc à partir de là, en fait, ma thèse sur le fait que la connaissance, enfin l'expérience de ces œuvres nous apporterait une connaissance peut sembler caduque. Et en fait, à cette objection, j'apporterai 2 réponses. La première, ce serait déjà de dire que bien entendu, l'expérience la connaissance scientifique initiale n'est pas une condition nécessaire, n'est pas une condition même, ce n'est pas indispensable à l'expérience de ces œuvres. Peut-être qu'elle en est, et quand bien même, même des œuvres d'art un peu plus historiquement situées, font elles-mêmes appel à des connaissances d'arrière-plan, ce qui ne nous empêche pas de les apprécier, d'apprécier un tableau de Poussin. C'est sûr qu'avoir des connaissances un peu plus sur les personnages représentés nous aide à mieux les comprendre, mais ce n'est absolument pas une condition, il me semble que ce ne serait pas une condition nécessaire. Et une seconde réponse serait de dire, donc c'était aussi tout l'objectif aussi de cette discussion, de dire qu'en fait la connaissance apportée, là encore, ne se substitue pas à une connaissance un peu plus consolidée, qui serait une connaissance propositionnelle, d'ordre conceptuel, et que en fait, voilà, cette expérience de ces œuvres vient plutôt serait un peu un complément ou un rôle de facilitation. Cela restera à clarifier. Donc pour conclure, j'espère vous avoir, je ne sais pas convaincu, mais en tout cas, suscité cet intérêt pour cette question sur la valeur épistémique, la valeur cognitive de ces œuvres au croisement art et physique quantique, en essayant de montrer qu'elles sont susceptibles de nous apporter une expérience d'enrichissement perceptuel, donc d'enrichir notre perception du réel, ou bien peut-être de faciliter la réflexion sur ces idées quantiques, ces concepts quantiques complexes, donc à la croisée de la physique et de la philosophie. Donc la connaissance expérientielle apportée par ces œuvres ne se substitue pas au savoir scientifique ni philosophique, mais elle en proposerait une autre appréhension. Et la philosophie, à ce titre, pourrait apparaître comme un facilitateur de ces démarches, pouvant ainsi rejaillir sur l'expérience procurée par ces œuvres. Donc l'étude de ces plasticités quantiques, qui est à un stade assez préalable aujourd'hui, permettrait d'ouvrir de nouvelles perspectives, peut-être sur la manière dont l'art peut contribuer à la connaissance. Et en particulier, j'aimerais conclure sur ce point, les œuvres qui allient art et quantique, peut-être qu'on les apprécierait d'autant plus. En fait, ce plaisir-ci pourrait être un plaisir, certes esthétique, mais aussi un plaisir d'ordre intellectuel. Je vous remercie. Voilà.